Bonsoir à tous, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Alors peut-être vous a-t-on déjà changé votre vieux compteur ERDF par un nouveau compteur Linky. Si ce n'est pas le cas, ça ne va pas tarder puisque tous les foyers français en seront bientôt équipés. Un grand pas pour ERDF qui passe une étape technologique importante avec ce compteur communicant. Mais certains usagers refusent ce boîtier connecté dans leur habitation. Ils y voient un danger à la fois pour leur santé, leur vie privée ou leur portefeuille. Alors c'est le cas d'Annick Bouennec, bonjour. Bonjour. Vous êtes administratif du collectif Stop Linky Finistère. Oui. Et puis face à vous, Didier Fleurant, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur territorial de ERDF Finistère. Donc on parle de Linky dans un instant tous ensemble. Mais on accueille aussi aujourd'hui Benjamin Bréon. Bonjour Benjamin. Bonjour Pauline. Voilà, comme chaque jeudi vous êtes là pour nous parler du web. Aujourd'hui vous allez rendre un hommage multiple. Oui, je me lance dans le business de l'épitaphe. Oh là là là, ça, on a hâte d'y être en fin d'émission dans l'Instant Web. Mais l'actualité du jour, c'est cette très forte mobilisation dans les villes finistériennes contre la loi travail. Ils étaient plus de 2400 à Quimper, plus de 1000 à Morlaix, 300 à Carhaix et 900 à Quimperlé et enfin plus de 8000 manifestants à Brest. Alors Jessica Sauvant, vous êtes militante à l'UNEF à Brest, l'un des principaux syndicats étudiants. Ce jeudi, donc l'UNEF a appelé une nouvelle fois à la mobilisation contre la loi travail portée par Myriam El Khomri. L'UNEF réclame le retrait de la loi travail, contrairement à l'autre grand syndicat étudiant, la FAGE. Il n'y a vraiment rien à garder dans ce texte, Jessica ? Non, il n'y a rien à garder. Il n'y a rien à garder parce que ce texte n'a pas été basé pour défendre les salariés. Il a été basé pour défendre le patronat. À partir de ce moment-là, on ne peut pas garder ce texte en étant salarié. C'est un texte qui fait qu'aujourd'hui, chaque entreprise aura son propre code de travail, mais il n'y aura pas de loi défendant à proprement parler vraiment les salariés. Et c'est pour ça que nous défendrons le retrait de cette loi jusqu'à ce qu'il soit appliqué. Et vous pensez que le gouvernement peut plier sous le poids de la mobilisation, comme c'était le cas par exemple en 2006 avec le CPE ? Je le pense, je l'espère, et je pense sincèrement que le gouvernement finira par plier. Quand on entend Manuel Valls aujourd'hui qui nous dit, quand on lui dit qu'on ne veut pas de la loi travail, il dit vous l'aurez, et ben je lui répondrai qu'il ne voulait pas du mouvement social, mais qu'il l'aura, tout simplement. La fac de lettres à Brest occupée, dégradée durant la nuit, forcing ce jeudi midi pour rentrer dans la mairie. Quel regard vous portez en tant que militante sur ces actions coup de poing durant les mobilisations ? Alors nous à l'UNEF on défend bien sûr les blocus quand ils sont voulus par les étudiants. On ne défend pas les dégradations, bien sûr. Par contre, ce qu'il faut bien, là où je mets un mais, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il s'agit généralement d'une minorité de personnes et qu'il ne faudrait pas que ces dégâts, que ces incidents, bloquent le débat actuel qui se pose aujourd'hui dans l'espace public, surtout. Et dernière question, Jessica, c'est quoi la suite pour l'instant côté mobilisation ? Nous appelons à une nouvelle journée de mobilisation le 5 avril, puisque le 3 avril, la loi sera débattue, me semble, à l'Assemblée nationale. Et donc, nous espérons que les manifestants seront nombreux, comme ils l'ont été aujourd'hui. D'accord, donc rendez-vous le 3 avril. Voilà. Merci beaucoup, Jessica Sauvant. Dans l'actualité également, un rapport attendu depuis plusieurs mois. Les députés bretons Annick Leloc et Thierry Benoît ont enfin présenté leur rapport sur la crise agricole. 60 propositions pour tenter de sauver l'agriculture française. Julie Sicot nous présente les enjeux de ce rapport. Sauver l'élevage, une volonté nationale, un enjeu européen. Ce sera le titre définitif de ce rapport de plus de 150 pages rédigé par les députés bretons Annick Leloc et Thierry Benoît. Initié en plein cœur des crises agricoles de ces derniers mois, on trouve à l'intérieur 60 propositions. Elles ont pour ambition de définir une stratégie nationale de reconquête des compétitivités des exploitations et de revenus pour les éleveurs. Pour y arriver, des actions au niveau européen qui ne seront pas sans négociation. Annick Leloc souhaite enfin utiliser les outils européens qui existent pour la régulation des marchés. C'était un gros mot, il y a quelques mois encore, dans la bouche de certaines personnes, de certains acteurs économiques. Ces outils ont été rarement activés. Mais même le commissaire européen aujourd'hui, M. Hogan, évoque en tout cas cette régulation. Autre aspect qui doit être amélioré selon les rapporteurs, les relations entre les acteurs des filières d'élevage. Dans le viseur des députés, la grande distribution surtout, qui avec ses 4 centrales d'achat se partage le gâteau de l'agroalimentaire français. Il y a une guerre des prix entre les distributeurs, entre ces centrales d'achat qui font la pluie et le beau temps. Et on a constaté que c'est un pouvoir partout en Europe. C'est-à-dire la distribution européenne est très concentrée. Mais il semblerait que, par exemple en Allemagne, il y ait un respect qui soit mutuel, un peu plus fort
qu'en France. En France, ce respect, cette solidarité entre tous les maillons, entre toute la chaîne n'existe pas, ou existe en tout cas moins. Et c'est ça qu'il faut essayer de recréer. Alors ça ne se décrète pas. C'est sûr que ce n'est pas notre rapport qui dit à la page, je ne sais pas quelle page, mais qu'il faut arrêter la guerre des prix et assainir les relations, apaiser en tout cas les relations entre les industriels et la grande distribution. En tout cas, on le souhaite sincèrement parce que je pense qu'il en va de l'avenir, notamment des filières d'élevage en France. 60 propositions qui remettent les agriculteurs au cœur des préoccupations. Pour ce producteur de lait interrogé par les députés pour ce rapport, les propositions sont bonnes, mais il faut maintenant des actes. Je pense que ça va dans le bon sens. Enfin, déjà, le fait qu'il y ait 60 propositions, ça montre réellement le travail qu'il y avait à faire. Et la prise de conscience aujourd'hui de nos élus, comme je dis, aujourd'hui, nous attendons des actes, et, tout simplement, et que l'on nous fasse confiance. Le rapport devrait arriver bientôt sur le bureau du ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. Des textes de loi seraient aussi en préparation. Alors hier, il nous expliquait sa technique pour faire la vaisselle. Aujourd'hui, il échafaude des théories sur l'histoire d'une vache qui a marqué le phare. Marc Pointu est seul depuis plus d'un mois sur son caillou au large de la Pointe du Raz. Et comme vous pouvez le constater, il ne s'ennuie pas. C'est l'instant TVNec. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un épisode de l'histoire de TVNec. Lorsque la famille Kéméré s'est installée ici en 1900 avec ses enfants, on a amené probablement de l'île de Sein une vache pour fournir du lait. Alors évidemment ça pose quelques questions techniques. J'ai essayé de réfléchir au sujet, j'ai une hypothèse. Nous arrivons sur le côté de l'escalier à cet ancien appentis qui est le seul endroit probable où la vache a pu être installée. Alors c'est tout à fait simple, ça fait à peu près 2,50 m de long par 1,50 m de large. Et puis on avait aménagé ici comme un petit banc en pierre qui devait servir à poser la mangeoire, l'eau pour la vache, etc. Sa tête étant tournée vers le fond. Alors évidemment, la vache ne pouvait pas circuler, elle restait là, elle donnait son lait. Et on dit qu'on amenait le foin depuis l'île de Sein régulièrement. Voilà, c'est un épisode particulier de l'île, qui ne manque pas de pittoresque, évidemment. De TVNec, je vous dis à bientôt. Voilà, Marc Pointu qui, par cette expérience, tente d'attirer l'attention sur le patrimoine des phares et balises. Il y a de l'électricité dans l'air autour des nouveaux compteurs ERDF. On vous explique pourquoi avec nos invités. Linky, c'est le nom des nouveaux compteurs mis en place par ERDF dans vos logements. S'ils sont modernes et connectés, certains n'en veulent pas dans leur maison. Avant de peser le pour et le contre avec nos invités, on regarde cette explication de Frédéric Lorenzo. Depuis le mois de décembre, dans le Finistère et ailleurs en France, ERDF remplace les compteurs. L'ancien boîtier laisse sa place à Linky, un nouveau compteur communicant. Pour envoyer des informations en temps réel, Linky utilise un courant porteur en ligne, CPL, une technologie qui inquiète les opposants à Linky. Les ondes électromagnétiques émises créeraient des dommages sur l'organisme. En France, 60 communes ont d'ores et déjà refusé la pose de ces compteurs. Certains se basent sur l'exemple du Canada, où 105 000 compteurs communicants ont été retirés après avoir provoqué des incendies. L'Association des maires de France a écrit la semaine dernière au Premier ministre pour que l'État informe mieux les maires sur les effets de l'usage des compteurs Linky. L'argument sanitaire est pour le moment difficile à évaluer. Aucune étude épidémiologique existe sur l'effet des ondes sur la santé. Reste enfin l'argument financier. UFC dénonce l'incapacité de Linky à communiquer avec l'utilisateur. En effet, l'affichage de la consommation électrique dans les logements n'est pas prévu. Selon l'association de consommateurs, 37% des ménages consomment plus que leur forfait. Or, Linky pourrait disjoncter ainsi plus souvent. Il faudrait alors souscrire un abonnement plus puissant et donc plus onéreux. Voilà, alors avant de revenir avec nos invités sur les différents arguments, on va commencer avec vous Didier Florent. Est-ce que c'est obligatoire de s'équiper de ces nouveaux compteurs? Question simple. Question simple, réponse simple. Effectivement, le compteur Linky, il est d'abord prévu par la loi. Donc il est obligatoire pour les particuliers. Tout à fait. Mais ça veut dire que là on parlait des communes qui faisaient un peu appel. Les communes ont le droit de refuser?
pour leurs habitants. Je reviens sur ce que je disais, c'est-à-dire que c'est un dispositif national, je dirais même européen. Il faut quand même resituer les compteurs communicants. Aujourd'hui, dans le monde, on a 330 millions de compteurs communicants installés. En Europe, l'Italie a terminé, l'Autriche aussi, la Suède, la Finlande sont aussi partis. Donc on voit bien qu'on n'est pas les premiers. Nous, on est bien sûr dans un déploiement de 35 millions de compteurs à l'échelle du pays. Et aujourd'hui, dernières informations, nous avons déjà installé 600 000 compteurs communicants Linky sur le territoire français. Et je tiens à rassurer vos téléspectateurs, ces 600 000 compteurs fonctionnent très bien, sans impact sur la santé. Et au contraire, je crois que ce qui est important, c'est d'expliquer qu'ils vont apporter des nouveaux services, de nouveaux conforts. C'est quoi du coup l'avantage pour l'usager, le compteur Linky, le premier avantage, effectivement, c'est qu'enfin, on va pouvoir voir sa consommation. Je dirais, c'est un peu comme un ordinateur de bord de voiture. C'est en voyant sa consommation, eh ben, on maîtrise sa consommation. Et donc, ce compteur va permettre de voir sa consommation et donc, évidemment, de faire des efforts pour maîtriser sa consommation. Un exemple, les appareils en veille, on va pouvoir mesurer concrètement l'impact qu'ils ont sur la consommation. Baisser d'1 degré son chauffage, on va concrètement voir aussi effectivement l'impact. On le voit comment? Parce que dans le reportage, on soulevait le problème qu'on ne peut pas voir directement sur son compteur. Donc on le voit comment? Sur Internet, sur une appli? Effectivement, c'est une interface Internet qui va être bien sûr mise à disposition gratuitement. Les clients auront un code d'accès. Et donc, ils pourront ainsi accéder à leur consommation. Et donc, pouvoir voir au jour le jour leur consommation, voire effectivement même sur des séquences beaucoup plus faibles en termes de temps, et ainsi, justement, pouvoir faire des efforts. Alors ça, c'est un dispositif qu'on a déjà testé. C'est-à-dire que Linky, on le déploie, on le teste depuis 5 ans déjà. On l'a testé effectivement sur l'agglomération de Lyon, mais aussi autour de Tours. Et on a pu voir comme ça les bénéfices avec des expérimentations. On mettait à disposition aux clients, justement, cette possibilité de voir leur consommation sur Internet. Alors, je vais me tourner vers Annick Bouennec, puisque donc, vous êtes dans le collectif Stop Linky Finistère. Il y a beaucoup d'arguments qui sont soulevés. On va commencer par les incendies, les pannes électriques. Alors, on entendait ce qui a été fait au Canada, enfin ce qui a été vu au Canada avec certains compteurs canadiens. Vous, c'est un de vos premiers arguments. Oui, c'est un des arguments parce que c'est surtout l'argument avec celui-là. Donc vous avez récolté des témoignages. On a des témoignages de personnes d'Indre-et-Loire, de Lyon, qui nous appellent régulièrement avec des problèmes d'incendie. Ceux qui ont été testés dans le panel en fait de départ. Avec des témoignages de personnes qui ont des appareils qui sont défectueux. Et il y a eu au Canada aussi, parce qu'ils sont en train de les retirer au Canada. Il y a eu quand même pas mal d'incendies et de... Et ces personnes écrivent à ERDF, alors, on reçoit des messages régulièrement par l'intermédiaire du site et du blog de personnes qui se plaignent justement de soucis. Donc on a des témoignages dans ce domaine de panne. Et justement, sur Milisac, il y a eu aussi des installations de fêtes, de Linky, et de personnes qui ont eu leur lampe qui s'éteignait, qui ont eu des problèmes justement de malaise et de santé aussi. Mais il y avait quand même des dysfonctionnements importants. Liés au compteur Linky. Alors, il y a quoi? Il y a une cellule ERDF qui regroupe, qui analyse pour régler justement ces problèmes-là. Comment ça se passe? C'est nouveau, donc forcément, il y a des petits... On a un numéro vert, effectivement, qui est à disposition des clients. Ce que je tiens tout de suite à préciser, c'est qu'on n'a pas eu de problème d'incendie. Il faut remonter effectivement au début de l'expérimentation, en 2011-2010. Là, effectivement, on testait les compteurs et on a eu, de par les mauvaises installations à l'époque, effectivement, des débuts de défauts qui ont entraîné... C'était pas le compteur, une erreur humaine de l'installation. Et justement, l'intérêt d'une expérimentation, ça a été de pouvoir améliorer le dispositif de poste, de mieux former nos techniciens. Aujourd'hui, ils utilisent effectivement des moyens qui nous permettent de sécuriser, et donc nous n'avons pas de problème lors de la pause et bien sûr après à la mise en service. On va continuer sur le registre de la santé, j'avance, puisque vous signalez un problème au niveau des ondes magnétiques. Vous avez des témoignages de gens qui font des malaises. En fait, on parle surtout du compteur, mais il n'y a pas que le compteur, parce qu'il y a le CPL qui va rentrer, le courant porteur en ligne, qui va être superposé au courant électrique et qui va se diffuser dans tous les câbles électriques qui ne sont pas blindés. Il y a eu des études de Télécom Bretagne, nous avons tous les documents qui montrent bien que le CPL, c'est une basse fréquence qui est pulsée, donc par instant, et qui va rayonner à travers les câbles non blindés.
en cuivre. Et donc, les gens devraient se trouver à 2,50 m de leur table de chevet, de leur ordinateur, d'après l'étude de la CRIREM, justement, qui étudie justement tout ça. Alors, il y a non seulement ces histoires de CPL qui vont dans les câbles électriques, mais il y a aussi les concentrateurs, les antennes, les petites antennes qui sont en train de fleurir partout, là, du côté de Poudalmézo, des petites antennes relais, qui émettent des ondes, elles, des hautes fréquences. Donc, le CPL, c'est basse fréquence, c'est différent. Mais les antennes vont être rajoutées à toutes les antennes relais qui existent déjà. Et après, c'est plus d'ondes, c'est plus dangereux que nos téléphones portables. Alors justement, le téléphone portable, la Wi-Fi, on peut s'en passer. Tandis que là, dans la maison, comment voulez-vous vous passer du courant qui va passer? On peut pas s'en passer. Moi, j'ai pas de Wi-Fi chez moi. Mais là, si le courant émet en continu du CPL pulsé, et c'est le fait que c'est pulsé, parce qu'on dit qu'il y a une seule minute par jour de relevé, mais c'est des impulsions tout au long. Sans rentrer dans les détails techniques, Annick, en tous les cas, il y a pour vous un danger d'ondes magnétiques et on va demander la réponse. Aussi dans les antennes et concentrateurs. Et Et on va rajouter les compteurs Gaspard et les compteurs AO. Donc on va alors ça, on aura le temps de refaire une émission pour rajouter toutes ces ondes-là. Didier Florent, qu'est-ce que vous nous répondez sur cette histoire d'ondes magnétiques? Sur les courants porteurs en ligne. Sur le CPL, ce qu'il faut savoir, c'est un dispositif des plus fiables qu'on utilise depuis maintenant 50 ans. Depuis 50 ans, vous avez un ballon d'eau chaude qui est effectivement dans 11 millions de foyers. On se sert du CPL depuis 50 ans pour tout simplement le mettre en service. On se sert du CPL pour passer des heures creuses aux heures pleines. C'est pas le CPL G3 vous avez aujourd'hui un dispositif. C'est différent. C'est le même CPL. Non, vous avez aujourd'hui un dispositif. Je vous invite effectivement aussi à aller voir sur Internet les babyphones. Donc le moyen de surveiller les bébés aujourd'hui, le moyen le plus fiable aujourd'hui, c'est le CPL qui est utilisé. Donc je pense qu'il faut aussi rétablir les choses en parlant effectivement du CPL. ERDF utilise en plus un dispositif très bas débit, donc qui ne met pas du tout de rayonnement dangereux. Est-ce que vous avez fait les mesures? Il permet d'autant plus effectivement seulement quelques secondes, parce qu'il faut dire les choses aussi, seulement quelques secondes dans la journée. Et en général, c'est entre minuit et 6 h du matin. C'est tous les 10 minutes. Apparemment, vous n'avez pas du tout les mêmes chiffres. Non, c'est tous les 10 minutes. C'est dans les documents officiels. Dans la CNIL qui dit que le pas de charge est tous les 10 minutes. Donc l'impulsion se fait toutes les 10 minutes. Donc la relève, c'est une fois par jour, d'accord. Je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous n'envoyons pas toutes les 10 minutes les données de consommation. Non, bien sûr. Mais il y a des impulsions du courant CPL. Qu'une fois. Oui, mais c'est M. Lassu. Monsieur Lassu, le directeur de RDF, a bien expliqué dans la dernière vidéo que le courant était continu toute la journée et qu'on pouvait relever tous les appareils électriques et c'était en continu, des impulsions toutes les 10 minutes, il l'a dit lui-même. Donc l'impulsion du CPL est tous les 10 minutes, même s'il n'y a qu'une fois le relevé. Je vous invite à écouter Bernard Lassu. Mais je vous invite à venir regarder tous les documents. Donc en tous les cas, on sait que cet argument-là existe, on va devoir passer à un autre parce qu'il nous reste beaucoup de temps à creuser et aux gens d'aller se renseigner aussi là-dessus. Et M. Florent ne parle pas des antennes relais, des concentrateurs qui vont émettre des ondes à ce moment-là comme les portables. Donc en tous les cas, aux gens de comparer par rapport aux ondes aussi existantes, à voir ce qui peut être... Alors, on va enchaîner parce qu'on ne va pas pouvoir, sinon, voir tous vos arguments. L'association Stop Linky signale aussi la facilité de piratage de ces compteurs connectés. Annick, qui piraterait ces données électriques et pour en faire quoi? Il y a beaucoup de hackers qui piratent des choses. Il y a eu chez l'éolienne de Ouessant là, qui a été piratée. Il y a des stations d'eau qui sont piratées. Là, en l'occurrence, les données électriques d'un particulier. Mais bon, rien n'empêche à un hacker de réussir à trouver les données. Ça servirait à quoi, par exemple? Après, ces données, justement, vont après, parce que ce programme Linky, c'est que le début, parce qu'après, il y aura tous les objets qui vont être connectés, avec des puces, des appareils électriques, électroniques vont avoir des puces, ça va être tout connecté. Donc, on pourra savoir, c'est ce que dit la CNIL. La CNIL dit qu'on peut savoir à quelle heure on se lève, à quelle heure on se couche, toutes les données peuvent pas transiter par là. Mais qui aurait besoin d'aller pirater nos données personnelles sans savoir qui s'intéresserait à l'heure où je me lève et où je me couche, par exemple? Ça pourrait, pour des cambrioleurs qui veulent savoir si vous êtes là, si vous n'êtes pas là, par exemple. Non, c'est pour avoir une réponse. C'est par exemple une idée, quoi. Enfin bon, pour moi, le danger, c'est vraiment le danger sanitaire. Dans la vie privée. Très bien. Donc sur le piratage des données, ERDF parle de données cryptées. Donc pour vous, c'est sécurisé? Alors non seulement c'est crypté, mais ce qu'il faut dire avant, c'est que les données sont collectées globalement. C'est-à-dire que même nous, on est dans l'impossibilité de savoir à quel moment vous avez pris votre douche, à quel moment vous avez fait chauffer votre café,
Hein, donc les données sont collectées globalement. Donc déjà ça c'est un vrai faux problème. On voit bien qu'effectivement là-dessus on n'ira pas. Après ce qu'il faut dire c'est qu'effectivement le dispositif a été conçu à l'origine d'ailleurs avec l'appui de la CNIL et avec effectivement les services de sécurité informatique au niveau national. Et donc on l'a crypté à la fois sur le compteur qui est là, on l'a crypté aussi au niveau du concentrateur, du poste de transformation. Donc normalement, il n'y a pas de hacker qui peut. Et dernièrement, on a fait venir les services de l'armée, les services du secteur bancaire, justement pour s'évaluer au niveau de la sécurité informatique. Et ils nous ont dit qu'on était à leur niveau. Donc on voit bien qu'au niveau de la sécurité informatique, on a atteint le palier qu'il fallait. Ce que demande StopLinky, c'est tout simplement de ne pas installer une sorte de liberté individuelle. Pourquoi, en fait, finalement, Annick ne peut pas garder son vieux compteur? Pourquoi on nous oblige à faire ça? Alors pourquoi Annick ne peut pas garder son vieux compteur à roue Pourquoi on est obligé d'aider les clients quand même? Alors tout à fait, je vais vous l'expliquer. Donc on est dans le cadre d'un déploiement national, c'est-à-dire qu'il faut bien sûr ramener le compteur, qui est une brique essentielle de la transition énergétique. Ce qu'on a voulu effectivement, et ce que l'État a décidé de déployer, comme nos partenaires européens, c'est des compteurs qui nous permettent demain de construire les réseaux intelligents. Aujourd'hui, 95% de l'énergie renouvelable, nos éoliennes, nos panneaux photovoltaïques sont produits à proximité. Et pour ce faire, le distributeur d'électricité, ERDF, se doit effectivement de pouvoir optimiser ce parc. Et le compteur Linky, au niveau de la métropole de Brest, mais comme dans la campagne du Finistère, va avoir besoin et a déjà besoin de ce compteur pour piloter le réseau. C'est vraiment un outil, mais il va aussi, bien sûr, et je le répète, qui apporter des différents moyens d'énergie de l'avenir. Merci beaucoup à tous les deux. On n'a plus le temps. Le mot de la fin en une seconde. Je voulais simplement dire qu'on ne pense pas aux enfants qui vont passer près des antennes relais, qui vont se faire des tumeurs au cerveau. On ne pense pas à toutes les personnes qui vont être malades dans 10 ans et ça va faire un désastre sanitaire. En tous les cas, maintenant, c'est à vous d'aller vous renseigner. Et donc, je conseille à tout le monde de refuser. Merci beaucoup, Annick. Donc, en tous les cas, pendant les 6 prochaines années, ERDF équipe tous les foyers de France en compteur Linky. D'ici là, renseignez-vous pour mieux connaître le sujet. Tous les liens sont sur notre site www.tbo.bzh. Merci beaucoup en tous les cas à tous les deux. Et tout de suite, on retrouve Sébastien Chambre. Salut! Cette brève est dédiée à la personne qui est partie en claquant la porte du Quartz hier en plein requiem de forêt. Pour celles et ceux qui n'étaient pas présents, je redonne le contexte. En plein requiem de forêt, entre les différentes parties, des personnes qui visiblement n'avaient pas les codes applaudissaient. Très agacé, un homme est parti en faisant un raffut du tonnerre et en criant « On ne peut même pas écouter une œuvre en silence !» Visiblement, il était très en colère parce que certains et certaines n'avaient pas forcément les codes et ne savaient pas que, effectivement, dans une œuvre comme le requiem de forêt, eh bien, le bon ton fait que l'on applaudit qu'à la fin. Après, on peut quand même se poser la question, qu'est-ce qui est le plus important ? De respecter les codes ou de venir voir le requiem de Gabriel Fauré ? Personnellement, je dois dire que j'ai été plutôt amusé de voir des applaudissements entre les différentes parties et que même si ça me faisait sourire, eh bien je me disais que c'était touchant, surtout que la plupart du temps c'était pour applaudir un soliste ou une soliste qui quittait la scène et donc c'était une manière peut-être de les féliciter de l'excellent travail qu'ils venaient juste de faire. Par contre, la réaction du monsieur qui sort avec un barouf du tonnerre m'a fait un peu sortir de la magie du requiem. Et du coup je me suis posé la question, mais comment se comporte-t-il lorsque quelqu'un lui refuse une priorité ? Par erreur ? Comment se comporte-t-il quand quelqu'un lui passe devant, dans la queue ? Ou comment se comporte-t-il lorsque quelqu'un lui marche sur le pied ? Comment réagirait-il s'il était assis à côté d'une personne qui pète pendant le spectacle ? Ce qui d'ailleurs était mon cas. Moi j'aurais préféré que mon voisin applaudisse. Comment réagit-il si jamais il voit quelqu'un lécher son couteau ? Ou pire, manger de la salade avec des couverts à poisson ? Et vous réagissez comment quand on ne respecte pas les codes ? Plutôt amusé ou plutôt furibard ? Allez, soyez un minimum tolérant avec les erreurs des autres. Encourager plutôt que de critiquer. Et puis si vraiment il y a un truc qui vous dérange, regardez ailleurs l'espace d'un instant. T'en as pas marre de casser les couilles avec tes brefs de merde ? N'oubliez pas d'être formidable. Pauvre type ! Voilà, et tout de suite place à Benjamin Bréon dans l'instant web. Alors finalement, vous nous faites l'instant people aujourd'hui, Benjamin. C'est ça, en fait. Je vais vous faire surtout l'instant people mort, en fait. Il vous aura sans doute pas échappé que le critique gastronomico-télévisuel Jean-Pierre Coff
était mort cette semaine sur les réseaux sociaux, forcément, ça a été l'avalanche de c'est de la merde, de lunettes rondes, d'hommages émus et 15 Z, etc. Personnalités de la télé, de la cuisine et bien sûr de la politique se sont précipités pour faire savoir leur grande tristesse. C'est un grand classique. À chaque disparu un peu connu, c'est la même chose. Leurs mots sont d'ailleurs sensiblement les mêmes. Non, ce qui change heureusement, c'est les blagues autour du défunt. Alors là, il y en a eu plein. Je vous en sors qu'une que j'aime bien. Jean-Pierre Coff va enfin pouvoir profiter des bons produits de la terre. Mais il y en a évidemment eu plein. Non, ce qui devient vraiment bon dans les morts sur les réseaux sociaux, c'est quand le défunt ne l'est pas défunt, ou alors qu'il a emporté Twitter et Facebook dans sa tombe, mais c'est beaucoup plus rare. Il n'y a pas si longtemps, on a ainsi appris sur Twitter la mort d'Omar Sy. Si, mais non, en fait, il n'était pas mort. Il a fallu qu'il le démente lui-même, de façon d'ailleurs assez efficace, expliquant que le jour où la connerie est tombée du ciel, rares sont ceux qui avaient un parapluie. Il y avait aussi eu avant Pierre Richard, qui avait lui aussi dû démentir sa mort sur Facebook, Gérald Dahan et des tas d'autres célébrités nationales, internationales, etc. Alors vous me direz, ça a toujours existé. Et c'est vrai. La différence, c'est qu'avant, il fallait aller dans la cour de récré ou au bistrot pour entendre la rumeur, puis répéter la rumeur, etc. Aujourd'hui, clic, elle arrive, clic, elle repart, et hop, clic, clac, en 20 secondes, elle a fait le tour du monde et chacun peut déposer un hashtag RIP paresseux sur la tombe, pas encore refermée, surtout si le mort est encore en vie, évidemment. À l'inverse, selon la CNIL, un profil Facebook sur 100 appartient aujourd'hui à une personne décédée, ce qui fait quand même en gros, rien qu'en France, à peu près 250 000 comptes qui ne doivent pas tellement donner signe de vie. Facebook prévoit d'ailleurs que la famille puisse le signaler et que le compte reste actif avec une mention type en souvenir de. Voilà, c'est sympa. Il y a même une page Facebook de la mort, figurez-vous, elle est décrite comme personnage fictif. Plus de 4000 personnes ont indiqué que c'était un sujet qui les intéressait. Il y a de grandes chances, autant leur dire, que l'inverse soit vrai un jour ou l'autre. Mais ce n'est pas la question. Il y a même des sites où la famille éplorée peut créer une tombe virtuelle avec une boutique virtuelle, de fleurs virtuelles, un coffre à souvenirs virtuel et plein de trucs virtuels à payer en euros réels. Sympa. Et en tout cas, pour revenir au début de cette chronique, je me demande ce qu'on aurait dit feu Jean-Pierre Coff, même si j'ai une petite idée. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à tous les quatre d'ailleurs d'être venus sur le plateau aujourd'hui. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. D'ici là, excellente soirée sur TBO. Ciao.